Bonjour à vous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. Bonjour. C'est bon, on est en live sur LinkedIn, ça fonctionne. Ok, impec. Alors, on va peut-être démarrer sans tarder pour essayer de ne pas terminer après l'heure comme on l'avait fait la dernière fois. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette deuxième session de webinaire. Émilie et moi, on est super contentes de vous accueillir et aujourd'hui en guest star, on a Arnold avec nous qui va se présenter. Alors du coup, notre numéro 2 est dédié aujourd'hui à ça sent le roussi pour la bureaucratie et on sera du coup en live sur LinkedIn. Moi, Émilie et Arnold. Alors du coup, pour rappel pour ceux qui n'étaient pas sur la première session, moi, j'ai un profil directeur d'hôpital et on s'est intéressé avec Émilie au sujet du management dans la santé. On va s'en dire du management de l'innovation dans la santé. On va s'en dire un petit peu plus dans les minutes qui suivent pour vous présenter ce webinaire. Émilie, tu veux peut-être te présenter? Pardon, oui, donc je suis aussi Émilie, je suis aussi directrice d'hôpital et depuis 5 ans, j'habite à l'étranger et du coup, je travaille avec Dialoguels, qui est un organisme de formation spécialisé dans les voyages d'études. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu découvrir certaines innovations qu'on vous présente, dont ce modèle de Buurtzorg dont on va vous parler. Arnold, est-ce que tu veux te présenter en début de session? Oui, bonjour à tous, je suis Arnold Fouquet. Je suis fondateur d'un service d'aide à domicile en entreprise solidaire qui s'appelle Vivat dans le Nord, qui fonctionne selon des équipes auto-organisées d'auxiliaires de vie. Je suis cofondateur d'un collectif qui s'appelle L'Humain d'abord, qui accompagne la transformation organisationnelle dans le secteur médico-social, et cofondateur également de Soignons Humains, qui est une transposition en France du modèle de Buurtzorg aux Pays-Bas. Impec. Alors, on va démarrer avec un tout petit rappel sur c'est quoi ce webinaire sur la slide suivante. Pour ceux qui nous avaient déjà rejoints en première session, ce sera peut-être une redite, mais on sait que vous êtes nombreux à vous joindre à nous pour la première fois. Du coup, c'est quoi ce webinaire? Alors, vous allez voir s'afficher à l'écran sur la slide suivante. On vous propose 6 webinaires. Aujourd'hui, c'est le deuxième, jusqu'à juin, à une régularité d'un par mois. Le cœur de cible de nos webinaires, c'est les sujets de management de l'innovation dans le secteur de santé. La dernière fois, on s'est parlé de design de service. Aujourd'hui, on va se parler de nouveaux modèles managériaux. On se parlera bientôt d'expérience patient, mais aussi d'intrapreneuriat en santé. Et c'est dédié à un public très large, décideurs, managers, intrapreneurs, toutes filières confondues, administratifs, médicaux, paramédicaux, tous ceux qui ont envie de faire un peu bouger les lignes dans la santé, à l'hôpital et ailleurs. Voilà. Alors, d'où nous est venue cette idée de webinaire? Vous allez le voir dans quelques secondes en prochaine slide. On est parti du constat que pour beaucoup d'entre nous, c'était difficile d'être mis en réseau. Il n'y avait pas beaucoup de communautés qui nous réunissent aujourd'hui. On a voulu initier via ces webinaires et via ces contenus-là une première communauté un peu apprenante. L'idée, c'est assez informel, comme vous le voyez avec les titres des webinaires. Et puis, le plus convivial possible. L'idée aussi, c'était que souvent dans nos établissements ou nos organisations, on est un peu aveugle sur ce qui se passe à l'extérieur. L'idée, c'était de pouvoir mettre en partage des contenus inspirants, aller chercher des inspirations parfois très loin. La dernière fois, on était allé voir Kaiser de l'autre côté de l'Atlantique, et puis cette fois-ci, on va s'intéresser au modèle Buurtzorg, mais aussi des innovations et des inspirations tout près de chez nous qui nous remettent en capacité et en envie d'agir. Et puis, l'idée, c'est aussi de diffuser au travers de ces webinaires des nouvelles postures, des nouvelles compétences, des savoir-faire et des savoir-être dans le champ de l'innovation. La dernière fois, on s'est beaucoup parlé de design. Aujourd'hui, on se parlera des nouveaux modèles managériaux. Et puis, l'idée aussi, c'est de rompre un peu l'isolement pour tous ceux d'entre nous qui parfois sont un peu tête dans le guidon et qui ont envie de mettre en partage et puis de s'oxygéner avec des professionnels qui travaillent un peu sur les mêmes sujets, mais par des angles différents. Voilà pour cette première partie de webinaire, et on s'est dit que ce serait bien de faire un petit rappel avec un titre aussi
tapageur que ça semble aussi pour la bureaucratie. On s'est dit que ce serait bien de faire un petit rappel. Et donc, vous allez voir en slide suivante un petit florilège de coupures de presse sélectionnées dans le moteur de recherche du Monde. Avant d'être un mot qui score pour vendre les journaux dans le cadre de la bureaucratie bashing et avant voilà, d'être le prétexte et quasiment être devenu une insulte parfois dans le secteur. Avant ça, la bureaucratie, c'est avant tout un modèle organisationnel et culturel et vous allez voir dès à présent. Alors, la bureaucratie, en termes de modèle organisationnel, c'est certaines caractéristiques qui vont vous parler pour ceux qui travaillent dans des organisations qui correspondent à ce modèle-là, c'est-à-dire la majorité des organisations publiques et privées quand même. C'est à la fois une organisation pyramidale, donc avec une distribution du pouvoir en pyramide, avec une forte prégnance de la norme, et puis un fonctionnement avec des périmètres de poste clairement définis, des responsabilités, des lignes hiérarchiques très claires qu'on peut remonter très facilement quand il y a un problème et qui s'est développé d'abord dans l'appareil administratif étatique, mais qui est aujourd'hui le modèle organisationnel de la majorité des entreprises. Et ce qui est intéressant et ce sur quoi on a voulu faire le focus aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement un modèle organisationnel, c'est aussi un modèle culturel. Il y a aussi des caractéristiques culturelles qui l'accompagnent. La culture de la permission, du mandat, on ne fait pas n'importe quoi. Une culture aussi de la version au risque. Alors, dans les organisations de santé, on score double au Scrabble parce que on a à la fois la version au risque des organisations publiques, du fait de la bonne utilisation des deniers publics, et ça s'explique bien logiquement, mais également la version au risque propre au secteur santé, puisque l'adage connu dans les startups de fail fast, il n'est pas tout à fait envisageable de la même manière dans des environnements où au bout du bout, il y a le patient, l'aidant ou le professionnel de santé. Et puis aussi un goût certain pour la procédure et le protocole. Et donc, du coup, ce modèle-là, qui en est arrivé à servir à vendre pas mal de journaux en ce moment dans la crise, il faut quand même rappeler que c'était plutôt une avancée en termes de modèle, puisqu'avant, c'était par exemple le népotisme. Et donc, la bureaucratie, elle a permis d'avoir une allocation des ressources et de la sécurité et de la qualité. Le monsieur à droite, c'est Weber, un des principaux concepteurs, ou en tout cas étayeurs du concept de bureaucratie. Et lui, il avait déjà dit, quand il a écrit sur ce sujet, fin 19e, début 20e, que c'était un modèle qui marchait super bien, la bureaucratie, en contexte de stabilité des ressources, en contexte de forte certitude sur l'environnement. Et on va voir par la suite que c'est peut-être pas forcément ce qui caractérise le plus notre contexte aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, il avait mis en évidence que la bureaucratie, si c'est un des meilleurs modèles pour, par exemple, assurer la sécurité ou retracer les responsabilités, c'est un frein à l'innovation, puisqu'il comparait les fonctionnaires ou les agents impliqués dans ces bureaucraties comme étant piégés dans une sorte de cage de fer. Alors aujourd'hui, notre contexte, c'est pas vraiment un contexte de stabilité et de certitude, c'est plutôt le contexte qu'on connaît sous l'acronyme de VUCA. Si vous voulez le ressortir dans les dîners, ça fait toujours bien. Volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté en anglais. Et ce contexte-là, il fait qu'aujourd'hui, en fait, le modèle organisationnel et culturel de la bureaucratie, il est identifié aujourd'hui comme un des principaux freins à l'innovation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de modèles organisationnels de l'innovation sous format, par exemple, de lab ou de mission inno qui essayent d'échapper aux contraintes de la bureaucratie parce que justement, elles sont l'expression, et dans la littérature, on retrouve très souvent mis en lumière cet obstacle-là du modèle organisationnel de la bureaucratie pour avoir des organisations capables d'innover. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit que ce serait intéressant d'en parler. Comme vous allez le voir, il y a, on va dire, une sorte de moment d'opportunité pour parler de ces sujets-là aujourd'hui. D'abord, parce que depuis 10-15 ans, émerge de la pensée et de la conceptualisation sur des modèles organisationnels et culturels distincts qui se veulent être des contre-modèles plus ou moins radicaux. Donc, vous connaissez probablement le concept de l'entreprise libérée, Lisa Getz. Vous avez aussi un bouquin de Frédéric Laloux sur réinventer les organisations qui a mis en lumière le concept que lui a qualifié de organisation opale et qui sont des organisations qui se distinguent, voilà, qui seraient arrivées à un autre degré de maturité. Et c'est notamment dans ce livre-là qu'a été mis en lumière le modèle Buurtzorg dont on va vous faire un focus
juste après. Et puis très récemment, je crois il y a eu une année, un petit peu plus, Gary Hamel, le grand gourou du management aux États-Unis, a sorti un de ses derniers livres sur l'humanocratie, en opposition à la bureaucratie, où lui, il défend une thèse audacieuse et provocatrice, où il compare la bureaucratie à un peu la monarchie arrivée à la fin du XVIIIe siècle, où peu croyaient que des modèles républicains étaient possibles, hein, on les voyait comme des idéalistes un peu fous, et en fait la réalité aujourd'hui c'est que la République et derrière quand même la démocratie sont des modèles qui ont de plus en plus d'adhésion, malgré les tensions qu'on a en ce moment. Et donc, du coup, il fait ce parallèle-là avec la bureaucratie et sur le fait que les modèles d'entreprise libérées, les modèles d'équipe autogérée, les modèles d'entreprise opale et d'autres concepts qui sont venus étayer ces contre-modèles radicaux sont des modèles d'avenir. Et puis, il y a un autre moment d'opportunité, et c'est en préparant ce webinaire avec Arnold qu'on se le disait et qui nous a donné cet éclairage-là, c'est qu'en même temps, il y a aussi une philosophie, une éthique du care qui monte, une autre manière de prendre soin, une autre approche à la sollicitude, en proximité, en globalité de la personne prise en charge. Et donc, du coup, dans notre secteur, ce combo nouveau modèle organisationnel et nouvelle approche du prendre soin, eh bien, nous interroge et on s'était dit que c'était le moment pour vous parler de ce qui se passe en santé aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir un premier focus sur un modèle vu ailleurs, qui est le modèle Buurtzorg qu'Émilie va nous présenter, qui est un des modèles les plus radicaux aujourd'hui dans notre secteur de santé. Quand certains d'entre vous se disent oui, mais d'accord, mais on a quoi comme exemple de gens qui font autrement? Et bien là, c'est un bon exemple de contre-modèle radical. Et puis après, Arnold nous représentera l'expérience de Viva. Et là, c'est pour éclairer le fait que près de chez nous, pas loin, il y en a qui se lancent, qui se jettent à l'eau, qui sortent des sentiers battus et qui essayent d'expérimenter, d'être dans des logiques apprenantes justement sur ces contre-modèles-là. Voilà. Et puis en fin de séquence, on reviendra comme d'habitude sur 3 petits pas pour vous lancer là où vous êtes et puis des ressources qu'on espérera vous être utiles. Super, merci Inès pour cette présentation très intéressante sur la bureaucratie. C'était important pour nous de commencer par poser un peu les bases de ce dont on parle. C'est aussi important pour nous que vous posiez des questions et que vous réagissiez. Donc, on a choisi ce modèle de diffusion sur LinkedIn, mais vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires et du coup, vraiment pouvoir essayer d'échanger avec nous et puis surtout avec notre invité Arnold Fouquet. Alors, donc, ma mission aujourd'hui, ça va être de vous présenter un peu en quoi consiste ce modèle de Buurtzorg. Alors voilà, on n'arrive pas à le prononcer, mais c'est sur toutes les lèvres. Donc, on a envie de dire Buurtzorg, mais après, c'est Buurtzorg. Et donc, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors, donc en fait, le premier constat de départ, c'était celui de Joost de Blok, qui est donc un infirmier néerlandais qui a travaillé en tant qu'infirmier depuis 1981 et qui, au fur et à mesure des différentes évolutions de l'organisation des soins à domicile aux Pays-Bas, s'est dit que le système était vraiment inadapté autant pour les patients que pour les soignants. Et donc, en 2003, avec des collègues, ils ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Leur constat, il était triple. D'une part, du point de vue des patients, c'est que les patients à domicile, en particulier les patients âgés avec des polypathologies et beaucoup de besoins, ils n'avaient pas le choix de leurs intervenants et il y avait une multitude de passages. Il peut y avoir jusqu'à 14 personnes différentes qui passent en une journée au sein d'un domicile d'une personne âgée. Alors, vous imaginez une personne avec des troubles un peu cognitifs, c'est vraiment pas du tout adapté à leurs besoins. Les actes sont minutés. Il y avait un temps très précis pour réaliser chacun des actes et pas forcément le temps d'échanger, de prendre un café ou autre. Et puis, des manques de prise en compte des spécificités de la personne et de l'évolution de sa situation, du fait notamment de cette rotation rapide de personnel. Du point de vue des professionnels de santé, la situation n'était pas non plus adéquate. Les soins étaient fragmentés, donc chacun était responsable d'un petit bout de la lorgnette des soins. Il y avait une logique inadaptée de rationalisation des soins et des actes, une augmentation du temps passé aux formalités administratives, qui se traduisait tout ça par un turnover et un fort niveau d'absentéisme. Tout écho avec des situations réelles dans d'autres pays n'est pas une coïncidence. Et puis, du coup, au niveau du management, il y avait aussi des dysfonctionnements. Donc, c'était pas seulement du point de vue des patients et des professionnels, mais aussi au niveau structurel.
les organisations hiérarchiques étaient de plus en plus grosses et de plus en plus éloignées des problématiques de terrain. Et les coûts ça générait des coûts injustifiés du point de vue des organisations et des pouvoirs publics qui finançaient les soins à domicile. Donc vraiment un constat de fort dysfonctionnement qui les a amenés en 2003 à créer donc Boursor. Alors en quelques slides, en quelques images, le résumé de Buurtzorg. C'est vraiment les grands principes, les valeurs qui guident cette organisation. Le premier principe, la première valeur, c'est le sanitaire et le social ne peuvent pas être distincts dans les soins à domicile. C'est vraiment deux facettes d'une même pièce. Et donc, il faut vraiment associer les professionnels qui interviennent dans les deux secteurs, que ce soit le sanitaire et le social, il faut qu'ils travaillent ensemble au sein d'une même équipe. La relation, deuxième élément, la relation est au cœur de ce qui fait les soins à domicile et de ce que vise Buurtzorg. Donc, c'est la relation entre les soignants et les patients et entre les soignants eux-mêmes. Donc, vraiment, le but, c'est de créer des relations, de créer de l'humain, de donner du sens et de connecter, de faire du lien. Ensuite, le troisième aspect, c'est que la démarche, elle est orientée vers les solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est assez radical finalement. Au lieu de constater des problèmes et de dire « Ah bah mince, ça fonctionne pas » et de se plaindre, l'idée, c'est vraiment que les équipes aient le pouvoir et l'autonomie de dire « Bah voilà, tiens, il y a ce problème-là, comment on résout ce problème ?» et puis qu'ils aient les moyens d'avancer et de trouver des solutions pour les patients et pour l'équipe. Un élément qui est très important dans l'approche Buurtzorg, c'est la séparation du processus de soins et de l'administratif. Alors ça, c'est vraiment un des éléments sur lesquels Buurtzorg insiste beaucoup. C'est que les soignants, ils sont là pour soigner, ils sont pas là pour remplir des documents ou facturer, faire la facturation par exemple. Et du coup, il y a une séparation assez stricte de processus de soins et de l'administratif. Ensuite, voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire de séparer le soin et l'administratif et de gagner du temps aux équipes, Jos de Blok et ses collègues ont décidé d'investir fortement dans les nouvelles technologies en se disant que s'il y avait une façon de gagner du temps, d'assurer la traçabilité des actes et du coup de quand même réussir à avoir une organisation qui soit fiable et bien organisée, mais plus légère, il fallait investir dans des dossiers connectés. Et donc, ils ont investi dans Buurtzorg Web, qui est du coup des nouveaux outils digitométiers. Et il y a une forte partie de l'investissement et du développement de Buurtzorg qui repose sur ces outils connectés. Et puis, un autre élément important, mais qui est en lien avec la notion de relation et de relation, c'est que le travail de Buurtzorg, il se fait à l'échelle d'un quartier. Et donc, c'est vraiment ancré auprès de la population. Les infirmiers de Buurtzorg connaissent les habitants de leur quartier et ils font partie d'un ensemble. Ils sont vraiment au service de leurs concitoyens. Alors, bon, concrètement, parce que là, je vous ai dit, il y a beaucoup de valeurs et de principes, mais alors, comment ça fonctionne, ce modèle de Buurtzorg? Donc, en fait, c'est des équipes indépendantes de 10 à 12 infirmiers. Donc, on est sur des professionnels qui vont du coup pouvoir avoir les diplômes sont pas les mêmes aux Pays-Bas qu'en France, mais on va être sur des niveaux plutôt infirmiers, diplômés d'État, voire aides-soignants, mais quand même plutôt sur des niveaux infirmiers, qui travaillent dans un quartier, donc ce que je vous disais, de 10 à 15 000 habitants. Donc l'équipe est ancrée dans ces quartiers. Et donc cette petite équipe, qui sont indépendantes, autogérées, elles sont responsables de l'ensemble de l'organisation et de l'intégralité des processus pour leurs patients. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour toute nouvelle demande de prise en charge qui leur arrive, c'est eux, de manière autonome, qui vont décider de quoi avec le médecin, bien évidemment, de comment mettre en œuvre les prescriptions et comment offrir les soins les plus complets à cette personne à domicile. Qui va être référent de la personne, qui va s'en occuper plus particulièrement, etc. Je vais rentrer un peu plus dans les détails sur la slide suivante, mais déjà quelques informations sur ce modèle Buurtzorg. Donc, aux Pays-Bas et dans le monde, parce que c'est un modèle qui se développe à l'international. Buurtzorg recrute, l'organisation générale recrute entre 50 et 100 infirmiers par mois. Donc, ils n'ont pas de problème d'attractivité.
Au total, ils accompagnent plus de 100 000 patients par an et ils sont plus de 15 000 infirmiers avec un haut niveau de satisfaction au travail. Donc, quasiment tous les ans, Buurtzorg est voté l'un des meilleurs employeurs des Pays-Bas. Ils se développent, donc ils déploient de nouvelles activités. Par exemple, ils investissent différents champs au-delà des soins à domicile purs, donc notamment ce que j'ai trouvé intéressant, des équipes pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, qui vont du coup avoir tous les professionnels du domicile, kinés, etc. Et donc, ils travaillent ensemble en équipe selon le même modèle d'auto-organisation. Et puis, donc, ils se développent à l'international, donc en France, comme vous le verrez tout à l'heure avec Arnold Fouquet, et puis dans d'autres pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment un modèle qui se développe très, très rapidement, qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Bien évidemment, à chaque pays, il y a une adaptation qui est nécessaire, mais la philosophie, l'approche fait écho très fortement aux attentes dans le secteur sanitaire et médico-social. Et puis, enfin, ce qui n'est pas inintéressant à noter, c'est que grâce à Buurtzorg, les coûts de fonctionnement des soins à domicile ont été réduits de 40%. C'est Ernst & Young qui a évalué ça, donc on peut imaginer que c'est vraiment une décroissance importante des coûts de fonctionnement. Alors ensuite, donc Buurtzorg, les petites équipes autogérées de Buurtzorg, donc qui sont constituées, comme je vous le disais, de 10 à 12 personnes, sont autogérées autour de 7 rôles qui sont prédéfinis. Il faut savoir que ces rôles, ils tournent. On n'est pas l'un ou l'autre à temps plein et on peut avoir plusieurs rôles en même temps. Donc, le rôle principal, le main role, c'est le travail d'infirmière. Donc ça, bien évidemment, tous les membres de l'équipe ont des fonctions d'infirmière en activité. Et ensuite, le team player, donc c'est le garant de la dynamique collective. Donc c'est une personne et ça tourne à une fréquence qui est décidée par l'équipe, qui est garant de faire en sorte que les membres de l'équipe travaillent correctement entre eux. Le housekeeper, donc l'intendant, qui s'occupe de toute l'intendance technique, donc bureau, dépenses, budget, y compris probablement faire le ménage des locaux. Donc c'est vraiment s'assurer des approvisionnements, enfin vraiment prendre en charge le fonctionnement du bureau. L'informer, donc l'informateur, qui est chargé de publier les rapports sur le travail effectué. Le développeur, qui s'assure de la collaboration au sein de l'équipe, mais qui est aussi chargé de faire le lien avec toutes les autres équipes autogérées en proximité et aux Pays-Bas. Le planeur, le planificateur, qui s'occupe du temps de travail de l'équipe. Donc, c'est un des membres de l'équipe tournant là aussi qui s'assure de faire les plannings. Et puis, le mentor, qui est chargé de s'assurer de la qualité de l'accueil des nouveaux entrants et du coaching du personnel. Donc, ces équipes autogérées, elles se répartissent entre elles ces rôles. Et du coup, c'est vraiment elles qui décident, si il faut recruter une nouvelle personne, c'est le mentor qui, du coup, va se charger de diffuser la fiche de poste, de faire les interviews, les entretiens. Enfin, voilà, vraiment une autogestion à son niveau. Il faut aussi savoir que ces équipes, elles sont autogérées, mais elles sont aussi responsables. Donc, elles doivent être à l'équilibre financier. Buurtzorg, c'est un organisme à but non lucratif, mais il faut obligatoirement que toutes les équipes soient autonomes. Donc, c'est eux aussi qui sont chargés de trouver des patients, de faire le lien avec les médecins généralistes et d'être sûrs que leurs activités sont, entre guillemets, rentables, qu'elles répondent à leurs objectifs d'efficience. C'est vraiment... chacun participe et co-responsable du succès de l'organisation. Et si à un moment, une équipe a trop de travail sur son quartier, et ben à ce moment-là, donc une seconde équipe est constituée pour prendre en charge le reste des patients. Donc c'est vraiment l'idée de autogestion, mais il y a gestion dedans. C'est pas on est autonome, on fait ce qu'on veut. C'est on est autonome pour atteindre les objectifs de l'organisation et soigner les patients dans notre quartier. Donc, comme je vous le disais, un des éléments importants, c'est les éléments nouvelles technologies de l'information, avec du coup donc un dossier de soins informatisé qui est intuitif, avec des procédures administratives simplifiées pour les utilisateurs, donc en l'occurrence les professionnels et les professionnels et les usagers dans certains cas, par exemple les familles. L'idée, c'est vraiment que ce dossier de soins, il permet aussi, en fonction de la traçabilité des actes, de faire le lien très facilement avec la facturation sans rajouter des manipulations supplémentaires pour les soignants. Donc, cette plateforme web, elle sert aussi
de systèmes d'entraide et de partage des bonnes pratiques entre les équipes, de partage d'expérience et de travail en équipe, de communication et de formation en e-learning. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont réalisées en e-learning grâce à ces outils informatiques. Donc, c'est vraiment un outil pour communiquer au sein de l'équipe, avec les patients et entre toutes ces équipes autogérées de Buurtzorg pour faire le lien et assurer la cohérence. Parce que vous imaginez qu'avec autant d'équipes autonomes et distinctes, ça peut parfois être compliqué. Mais voilà, la ligne est la même et elle est garantie notamment par ces outils informatiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler du siège de Buurtzorg. Donc, je vous ai dit qu'au total, ils sont donc aujourd'hui plus de 15 000 infirmiers aux Pays-Bas. Et le siège de Buurtzorg, il compte 50 personnels administratifs, ni plus ni moins, dont 20 coachs et 0 manager. Donc ça, c'est vraiment important. Les coachs, en fait, ils sont chargés de faire le lien avec les équipes de manière assez régulière ou en fonction de situations de conflit rencontrées entre les professionnels, parce qu'évidemment, tout n'est pas rose et les situations de conflit au sein des équipes sont complètement possibles et peuvent se produire. Et donc, ces coachs, ils sont vraiment là pour fluidifier les relations, servir un peu de recours, mais certainement pas pour manager le fonctionnement. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quelles sont les missions consacrées à Buurtzorg. Donc, comme on vous l'a dit, moi, je suis directrice d'hôpital, donc ça m'intéresse de voir ce type de focus. En fait, les missions du siège, les missions de l'administration, elles sont très simples. D'une part, c'est de gérer la bureaucratie pour que cela ne pèse pas sur les infirmiers de terrain. Et ça, je pense que c'est vraiment important, c'est de dire, voilà, votre rôle, c'est l'administration, vous vous en occupez, et les soignants, ils soignent, donc ils n'ont pas à s'en occuper. Et ça, je pense que c'est un focus qui est vraiment intéressant. Et puis, donc, du coup, la deuxième mission, c'est les missions administratives au sens propre, facturer les soins, donc s'assurer que l'argent rentre et que tous les soins sont mis en place. Payer les employés pour faire les bilans, payer les employés et faire les bilans comptables au sein de vis-à-vis des autorités de tutelle et des assurances maladie. Donc, voilà un peu pour la présentation rapide de Buurtzorg. Et donc, finalement, c'est quoi les grands principes de management qui sont assez spécifiques au modèle de Buurtzorg? Donc, d'une part, c'est le needing. Bon, ça c'est voilà, les formulations à l'anglaise. Donc, needing, en gros, c'est les besoins. Fais ce qu'il y a à faire pour le patient et ce dont il a besoin. Donc, c'est vraiment une intervention en fonction des besoins. Et même s'il n'y a pas de financement ou d'éléments très formels, si le patient a besoin de quelque chose, vous pouvez le faire. Rethinking, donc repenser, questionner, réfléchis à ce que tu fais, change de façon de faire si tu n'es pas persuadé que c'est la meilleure façon. Le common sense, donc le bon sens finalement. Utilise ton bon sens plus que les règles et les procédures. Donc ça, c'est sûr qu'en tant que gestionnaire, c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Et puis, meaningful relationship, donc construire des relations qui ont du sens. L'organisation est basée sur des liens humains de qualité, de personne à personne, des relations qui font sens. Donc, c'est ce qu'on disait un peu, ça reprend un peu les six images que je vous ai montrées au début. Donc, c'est vraiment une approche qui se concentre sur les personnels. Si jamais vous souhaitez, j'en reste là sur notre présentation puisqu'on n'a qu'une heure, donc on a pris le parti d'être volontairement assez succinct. Si vous souhaitez en savoir plus, en fait, avec donc Dialogue Health, qui est l'organisme de formation avec lequel je travaille, nous avons organisé il y a quelques mois une conférence, une web formation avec Buurtzorg, donc avec Jos de Blok, le fondateur. Et le replay est disponible pour nos abonnés sur notre plateforme avec les sous-titres en français. Donc, vous pouvez aller sur notre site et vous abonner pour voir ça. Et donc, il y a aussi différents autres contenus sur la plateforme, notamment des visites d'études virtuelles de différents hôpitaux et différentes structures. Par exemple, un EHPAD vert aux Pays-Bas qui est vraiment assez intéressant ou un Living Lab aux Pays-Bas aussi dans la ville. Et puis, on a des contenus sur différents pays. Et on en rajoute très régulièrement, on organise des web formations, donc c'est des supports qui peuvent être intéressants pour des équipes qui ont envie de voir un peu au-delà de ce qui se passe en France.
Alors, ce que je vous propose, je vois qu'il y a des questions, mais on va peut-être commencer par la présentation d'Arnold Fouquet sur Viva, du coup, qui est donc un organisme de soins à domicile français qui a adopté une partie de l'approche Buurtzorg. Et puis ensuite, on prendra les questions et surtout, allez-y, posez-en parce que c'est vraiment pour nous intéressant de voir si ça vous questionne, si ça vous interpelle, si ça vous fait envie, si ça vous semble impossible. C'est vraiment important pour nous. Donc, Arnold, je vous en prie. Merci, Émilie, merci Inès. Et peut-être sur les éléments de présentation, j'essaierai d'apporter quelques éclairages sur comment nous on fonctionne. Alors, le regard que je vais apporter, donc voilà, je suis fondateur dirigeant d'un service d'aide à domicile qui a fonctionné 10 ans selon un modèle classique. Qui a connu une transformation organisationnelle et aujourd'hui qui évolue selon des principes assez proches de l'environnement de Buurtzorg. Alors bon, il y a une diapositive un peu sur les caractéristiques aujourd'hui de Vivat, mais qui peut servir un petit peu de support pour voir qui on est. Moi, j'aurais tendance à dire que les sujets en fait à aborder, c'est se poser la question, c'est pourquoi à un moment il est intéressant de remettre en cause un modèle organisationnel. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'est-ce qui se passe quand on décide de travailler autrement. Concrètement, en 2015, donc j'ai un parcours, j'ai fait une école de commerce et je me suis orienté dans l'aide à domicile plutôt pour des raisons personnelles. Je veux dire, globalement, je me caractérise comme quelqu'un qui a le goût des autres et le goût de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est un secteur sur lequel il y avait pas mal de choses à construire. Et donc, j'y suis allé, je dirais, assez naturellement en y appliquant ce que j'avais appris à l'école, donc à être chef, à prendre des décisions, à construire des organisations le plus performantes possible, mais en généralement plutôt pyramidales. Et en 2015, je veux dire, j'ai eu la chance de prendre 3 murs dans mon travail. Le premier mur, c'est qu'on était à ce moment-là, il y avait 150 salariés répartis en 3 agences physiques. On avait expérimenté plusieurs modèles de développement, etc. Et en Noël 2015, j'ai la moitié des fonctions support qui sont soit en arrêt de travail, soit en situation d'épuisement professionnel. Donc, en fait, je suis en train de me rendre compte plus visiblement que sur le terrain, sur les auxiliaires de vie, puisqu'elles travaillent au domicile, je le vois moins. Mais je me rends compte qu'en fait, je génère de la souffrance au travail. Alors, ça m'interroge profondément par rapport à mon intérêt premier sur l'entrepreneuriat, qui était plutôt d'apporter des réponses, de créer des espaces où on est bien ensemble plutôt que de la souffrance. Le deuxième aspect, c'est que je me rends compte en année 2015 que, en fait, il y a des demandes au niveau des familles, des clients qu'on accompagne, des bénéficiaires. En fait, on ne peut pas répondre à la place des professionnels qui sont sur place. On ne sait pas tout. Et donc, il y a une forme de plafond, de plafond de verre en termes de qualité de service rendu qui est très, très difficile à franchir. Et qui génère aussi beaucoup de doutes et beaucoup de désagréments. Et puis enfin, tout ça se fait, on va dire, d'un point de vue économique, dans un environnement qui est complexe. En fait, ça génère même pas de richesse, d'une manière peut-être un peu cynique, mais en fait, il y a même pas d'efficacité économique. Donc en fait, c'est zéro pointé à tous les niveaux. Et 2015, en fait, j'ai eu la chance, en fait, par rapport à des clubs de dirigeants, qu'une personne me renvoie vers le livre de Frédéric Laloux, qui était sorti en 2014, qui s'appelle Reinventing Organization, et qui évoque des transformations organisationnelles, pas uniquement dans le secteur de la santé, mais dans différents secteurs, où en fait le principe fondateur, c'est de rendre la décision aux personnes concernées. C'est celui qui fait qui sait. Et Frédéric Laloux compile un certain nombre d'informations, de structures qui fonctionnent ainsi, et puis il repère que
il y a différents éléments de performance caractéristiques de ces organisations-là. Alors, bien sûr, sur la qualité de vie au travail, et puis intrinsèquement, la performance même de ces organisations-là, sur le niveau de service rendu, que ce soit du service, que ce soit de la production ou d'industrie, est meilleur que les autres. Alors, 2014, c'était hier, mais aujourd'hui, en fait, cette approche sur ces nouvelles organisations, c'est quand même considéré comme un saut dans la pensée du management. C'est vraiment une rupture assez forte dans la considération que des organisations peuvent aujourd'hui être plus efficaces. Voilà, et moi, j'ai eu la chance, Lille, c'est pas très très loin des Pays-Bas. Le siège de Buurtzorg est à la Mélo, c'est plutôt des gens sympas. Donc, j'ai la chance de pouvoir les contacter. Ils m'ont accueilli et donc j'ai pu me rendre sur place pour aller voir un petit peu ce qui se passait, quoi. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu sur le fonctionnement des infirmières? Bon, là, on a traduit un petit peu les fonctionnements concrets, mais le principe élémentaire constaté, c'est le principe de la confiance. Alors, je dis bien la subsidiarité, ok, c'est celui qui fait qui sait, mais il y a une confiance absolue dans le collaborateur ou la personne qui va faire partie de l'entreprise en le considérant intégralement comme un adulte. Cette confiance, ça paraît un petit peu facile comme ça à dire, mais je me rendais compte qu'en fait, une structure pyramidale, une structure de process, elle est plutôt construite sur un modèle de méfiance. Il y a toujours forcément quelqu'un où on est toujours sur une position, en tout cas, moi, c'est celle que je vivais, c'est que je me considérais comme celui qui savait mieux que les autres, et quand il y avait un problème, c'était, voilà, si ça me remontait, c'est bien que j'étais peut-être la meilleure personne pour traiter les problèmes des autres. Et je faisais rapidement le raccourci sur le fait en fait, je ne vais même pas poser la question à la personne concernée, comment elle pourrait le résoudre, ou considérer que par principe, c'est elle qui a la réponse. C'est moi qui vais faire à sa place. Ce principe de confiance, donc en fait, j'ai essayé en fait déjà d'accepter par une étape un peu personnelle que je devais plus être forcément la personne qui savait tout dans mon entreprise, et peut-être m'appuyer plus sur mes collaborateurs et prendre un peu plus de recul et travailler un peu plus à leur service. Et j'ai une phase de questionnement avec donc les auxiliaires de vie qui travaillaient chez Vivat pour dire en fait, vous feriez comment? En fait, si demain, c'est vous qui décidez de votre manière de travailler, vous feriez comment? Et donc là, alors je pense que c'est caractéristique au secteur médico-social, mais aussi au secteur du soin ou autre, mais en fait, la revendication, c'est en gros, si vous nous laissez faire un peu plus, moi je connais mon métier, j'ai été formé, je sais les patients, les personnes que j'accompagne, je sais ce dont elles ont besoin. Donc si vous me mettez dans un environnement positif, on va dire vertueux, si vous me donnez les moyens de bien faire mon métier, c'est-à-dire si vous m'enlevez les contraintes qui sont celles classiques, qui est peut-être un planning imposé de l'extérieur par rapport à une attente, par rapport à un cadre forfaitaire, par rapport à certains éléments de financement ou autre, je serai capable de faire mieux mon métier et d'apporter des soins de plus grande qualité. Et donc, tout l'engagement de Vivat et tout l'engagement même globalement aujourd'hui des organisations qui s'inspirent de Buurtzorg, c'est de permettre aux professionnels de terrain, alors essentiellement dans le secteur aujourd'hui du soin et du prendre soin, d'avoir tous les moyens de se concentrer de la meilleure manière possible à leur métier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, d'accord, donc on fait comment? On supprime les procédures, on supprime. Alors ça, c'est aujourd'hui, c'est notre organigramme en fait qui traduit bien qu'en fait, on est au service des équipes et qu'on va travailler notamment pour identifier tout ce qui peut être, tout ce qui va venir perturber le fonctionnement des équipes sur le terrain, les contraintes administratives ou autres, pour leur permettre de s'occuper le mieux possible des personnes dont elles ont, auprès desquelles elles interviennent. Et nous, après, alors, c'est peut-être un peu le sujet aussi, mais c'est que Buurtzorg est avant tout une philosophie. Ils traduisent ça par un fonctionnement avec des rôles dans des équipes, ce qui paraît assez logique à partir du moment où on définit un système auto-organisé qui a des tâches à se répartir. Donc, on est aussi, nous, allés dans ces chemins-là avec
des rôles qui sont un peu différents, des tâches qui sont un peu différentes, mais les principes se rejoignent sur deux aspects. C'est-à-dire que pour faire fonctionner l'équipe, eh ben, les professionnels du soin vont se répartir un certain nombre de fonctions, mais qui ne sont pas des fonctions administratives, qui sont des fonctions qui sont liées à leur quotidien de métier. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Et après, sur ce qui est plutôt la rotation des rôles, comme j'avais vu, c'est une question dans ce sens-là, bah, ça va faire partie, on va dire, de la culture et de l'accompagnement des équipes, de prendre conscience, qu'ils puissent prendre conscience et de leur capacité à voilà, s'impliquer dans une organisation autonome et en même temps à prendre le recul nécessaire pour dire à un moment, bah, écoutez, voilà, ce rôle-là, je l'occupe ou je l'ai occupé à un certain moment. Ce serait bon qu'éventuellement il tourne parce que c'est quelque chose qui est plus engageant. Nous, par exemple, au niveau de l'aide à domicile, on a quand même dans les équipes des fonctions de suivi des emplois du temps des collègues pour qu'on puisse après traiter correctement la paye et la facturation, qui sont des rôles assez engageants. On a des rôles de tutorat où les auxiliaires de vie vont recruter leurs futurs collègues, qui sont également des missions qui demandent du temps et de l'investissement. Donc, ces rôles peuvent tourner dans les équipes et cela va se faire en fonction de la culture même et du tempo que eux vont décider. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur un principe de confiance, justement, on va essayer d'identifier ou de supprimer tout ce qui pourrait être règles excessives. Et donc, si on définissait un protocole, bah, tout le monde change tous les 2 mois de rôle, bah, ça pourrait être adapté à une équipe et pas à une autre. Et donc, en fait, il faut plutôt travailler sur l'accompagnement de chacun à pouvoir à un moment se positionner. Voilà. L'élément que je souhaite également partager, qui est assez rapidement venu, est apparu et qui était important pour moi, c'est de se dire, OK, c'est bien gentil de partir sur ces modèles-là, mais est-ce que ça marche et comment on sait si ça marche Ce que j'ai vécu, moi, sur la première phase de transformation et de confiance, c'est que j'ai vu un nombre de dysfonctionnements qui était beaucoup plus important que ceux que je voyais avant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas. Ça veut dire qu'en fait, en passant d'un système avec des étages, si à chaque étage il y a des tapis, à chaque étage on peut cacher un peu le tapis, voilà, etc. Quand on est sur un fonctionnement qui est plus linéaire, on va dire que ce qui dysfonctionne est plus visible ou après où on est peut-être parce qu'il y a moins de pyramides, on est plus en ligne directe avec ce qui ne fonctionne pas. Donc, ce qui est un peu délicat dans ces étapes de transformation vers ces modèles-là, c'est qu'à un moment, on peut clairement se dire que ça ne marche pas. Et donc, il faut créer des indicateurs extérieurs qui permettent d'avoir des repères sur l'efficacité de ces nouveaux modèles. Alors, chez nous, au niveau de Vivat, dans l'aide à domicile, on en a utilisé 2. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que les clients sont satisfaits du service rendu. Donc, on a utilisé un outil tout bête qui s'appelle le Net Promoter Score, qui est le même outil qui est utilisé aujourd'hui régulièrement sur des sites d'achat en ligne. On vous demande est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui, à nous c'était ce que vous recommanderiez aujourd'hui Vivat à votre entourage. Et donc, on a interrogé nos clients tout simplement qui pouvaient répondre par texto, donc c'était assez facile. On avait des taux de retour qui étaient assez importants, plus de 20% de participation. Et donc, on a vu rapidement, avec la transformation organisationnelle, en faisant confiance aux aides à domicile, que la satisfaction des clients augmentait de manière assez conséquente. Alors, le NPS, sans rentrer dans les détails, c'est un écart de pourcentage entre les clients qui sont très contents et les clients qui ne sont pas contents du tout. Donc, on a un écart entre, voilà, s'il y a 100% de très contents, enfin, s'il y a 50% de très, très contents, 50%, vous avez 50. Si vous avez 10% de mécontents, vous avez 10. 50 moins 10, ça veut dire que c'est un NPS de 40. Voilà. Et donc, nous, on est passé d'un NPS de 0, c'est-à-dire autant de clients contents que pas contents, à un NPS de 50, on va dire, avant Covid. Parce qu'après, on peut en parler aussi, c'est un peu sur la résilience de ces modèles-là, qui est aussi quelque chose de très important. Mais premier indicateur, c'est que effectivement, le niveau de service rendu s'améliore. Et pour rejoindre
peut-être en complément de tout à l'heure de l'étude qui a été portée sur, alors il y a KPMG également qui a fait une étude en 2014 sur Buzzorg. L'élément très très fort aussi, c'est que en gros, alors il y a un effet budgétaire de dire ok, bon, en gros, c'est sûr que ça consomme moins, notamment d'administratifs de santé, mais c'est surtout que la qualité du service rendu, la qualité du soin perçu est de manière assez drastiquement supérieure. Donc c'est quelque chose qui est très très fort sur ces modèles-là. C'est que un patient qui se sent entouré de professionnels qui vont attacher, qui vont le considérer dans son intégralité et qui vont être attentifs en fait pourquoi à passer du temps et à aller au-delà de leur simple mission. Eh ben ça a un effet très positif sur des indicateurs de santé, sur le taux de réhospitalisation, sur la réduction du nombre de chutes, enfin, sur la satisfaction des personnes. Donc ça, c'est un élément important. Et le deuxième indicateur qu'on avait utilisé chez Vivat, et puis c'est pareil, bon, il a été confirmé chez Buzzorg, c'est en termes de climat social. C'est qu'est-ce qui se passe au niveau des professionnels une fois qu'on leur donne un petit peu les clés du quotidien. Et là, on a créé donc au sein du collectif l'UMA d'abord qui accompagne la transformation des acteurs, on a utilisé en fait un indicateur qui s'appelle l'IAH, que vous pourrez retrouver assez facilement sur Internet. Et cet indicateur qui est basé sur la pyramide de Maslow, donc pour venir un peu aussi évaluer les besoins élémentaires en termes de sécurité des professionnels du domicile, et puis aussi, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de reconnaissance, ils se retrouvent aujourd'hui mieux dans ce type d'organisation. Et les indicateurs sur l'indice d'alignement humain sont également très probants. Une auxiliaire de vie qui travaille dans un environnement qui est attentif ou qui est dans ce type de modèle organisationnel a un sentiment de bien-être au travail qui est nettement supérieur à une organisation classique. Voilà, donc ça, c'est les deux éléments qui ont permis de confirmer ou de sentir la confirmation que ces modèles organisationnels sont bien adaptés. Le troisième élément que je peux partager, c'est en fait, par exemple, sur l'approche de la crise du Covid dans notre modèle, comment on a été, nous, en fait, qui est quand même on va dire un test assez incroyable de stress de fonctionnement en termes d'organisation agile. Et concrètement, aujourd'hui, nous, on a eu écho d'acteurs de maintien à domicile qui, sur les premiers temps, la première période de crise sanitaire, ont été, en 2020, ont été confrontés à des arrêts stricto sensu d'activité. Arrêté net, parce que il n'y avait pas possibilité de. Enfin là, il y avait une décision qui était prise et puis donc elle concernait tout le monde. Il y a un point que j'ai oublié d'aborder aussi, qui est chez Vivat comme chez Buzzorg, on a une digitalisation assez forte des équipes. Tous les professionnels du domicile sont équipés de smartphones professionnels, ils ont accès aux logiciels de gestion, sont sensibilisés à l'utilisation, donc on a des réseaux sociaux internes qui leur permettent de communiquer, de partager des informations entre elles, qui est un élément. Chez Buzzorg, comme dans ces modèles-là, le digital est un outil de la mise en autonomie. Donc voilà, ça répond sans doute à une des questions qui a été posée. Alors, on utilise des logiciels métiers qui sont ceux du secteur, mais c'est surtout qu'on sensibilise et on forme l'ensemble des auxiliaires de vie à ces outils. Donc aujourd'hui, nos auxiliaires de vie sont capables d'utiliser des logiciels métiers qui avant étaient réservés à des fonctions de responsables de secteur ou autre. Et donc, ce qu'on a observé, nous, sur la crise Covid, c'est la capacité assez conséquente, assez importante des équipes d'auxiliaires à s'adapter sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé qu'en fait, en travaillant en équipe, déjà, sur des modèles classiques de fonctionnement du secteur médico-social dans l'aide à domicile, en fait, chacun recevait son planning, donc ne connaît pas ses collègues, croise différents intervenants au domicile. Et donc, du coup, une capacité à s'organiser avec des collègues qui est très complexe. En travaillant en petite équipe,
on a vu en gros sur la première phase où les écoles étaient terminées, on a constaté dans plusieurs équipes que celles, entre guillemets, les auxiliaires de vie qui étaient bloqués à domicile avec des jeunes enfants, s'était proposé de garder peut-être des enfants un peu plus âgés pour que les auxiliaires de vie qui soient véhiculés aient la capacité d'avoir des journées complètes d'intervention ou autre. Enfin, c'est pas venu d'une consigne RH ou managériale. C'est des équipes qui ont pris ce type de décision. Parallèlement, quand il y avait des sous-effectifs sur certaines zones, la capacité de venir travailler ou de solliciter les familles pour mieux intégrer les contraintes de ce qui était prioritaire comme passage pour s'occuper davantage des personnes qui étaient plus isolées que les autres, ou travailler aussi à la sécurisation des personnes accompagnées, c'est-à-dire tout simplement lorsqu'il y avait l'habitude d'avoir, on va dire peut-être 3 passages et que là, en termes de planification, les auxiliaires de vie ne pouvaient plus intervenir que 2 fois. C'était une faute de bien prendre le temps. On constatait que les auxiliaires de vie, en fait, travaillaient avec les personnes accompagnées pour, au niveau des préparations de repas, au niveau des préparations de transfert, etc., mettre tout à disposition pour sécuriser les domiciles. Et solliciter même, on va dire, accompagner même certains clients à redevenir un peu plus acteurs de leur maintien à domicile plutôt qu'attendre. Et donc, on avait des effets même positifs dans les éléments d'autodétermination des personnes accompagnées. Voilà. Donc, le constat, c'est que ce principe de confiance, il a fait ses preuves en période de crise Covid, parce qu'on a vraiment très bien amorti les éléments. Et j'aurais tendance à dire, ce qui vient se renforcer aujourd'hui, c'est que dans le contexte que l'on connaît et ce qui a été traversé en est la preuve, c'est que on est dans des environnements qui sont complètement incertains. Donc, on ne peut pas tout anticiper. Donc, si on ne travaille pas avec la capacité des personnes à agir en fonction de leur savoir et de leurs compétences, eh ben, on se prive de capacité de faire les choses correctement. Donc, moi, j'ai aujourd'hui la conviction que on n'a plus le choix de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Les enjeux aujourd'hui, c'est comment on crée des cadres qui vont faciliter la confiance dans les collaborateurs. Et pour moi, ce sont pour 3 raisons. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, il faut qu'on puisse faire confiance. Parce que, en fait, de plus en plus, les métiers, et d'autant plus dans le soin et le prendre soin, les métiers sont des métiers d'interconnexion. On travaille de plus en plus en équipe pluridisciplinaire. Enfin, en tout cas, on en a besoin. On a besoin d'avoir du lien entre infirmiers et auxiliaires de vie, entre les associations de tutelle et les auxiliaires de vie, entre des kinés, entre des médecins, entre des sociétés de matériel médical. Voilà. Donc, si on ne peut pas se faire confiance entre opérateurs, c'est compliqué. Et puis, j'aurais tendance à dire que la dimension relationnelle des métiers aujourd'hui, de nos métiers, ou en tout cas des métiers du soin et du prendre soin, elle est de plus en plus évidente. L'impact, aujourd'hui, c'est évident qu'une relation de qualité fait partie intégralement d'un soin. Donc, comment vous pouvez entretenir des relations de qualité si vous n'intégrez pas les valeurs qui sont associées à la confiance? Voilà, donc ça, c'est pour moi une conviction. C'est pas la question, c'est pas est-ce qu'on y va ou pas, c'est comment on y va. Comment on y va et comment on se prépare pour y aller. Et là, je passerai peut-être bien la main à Émilie. J'espère que j'ai pu répondre à cette question, parce que je crois qu'Émilie avait proposé quelques petits trucs. Voilà. Oui, voilà. Donc, on va passer juste dans le timing. Donc, on passe à la diapo suivante. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Bon, c'est pas évident parce qu'en fait, tu as je vois pas répondu les à la plupart des questions au fur et à mesure. Okay. Il y a une question sur est-ce que ça permet de recruter ou est-ce que c'est pas forcément un argument on va dire, ce fonctionnement-là, ça résout pas tout. Il y a certains sujets comme la sinistralité du secteur, voilà, la mise en place d'équipes auto-organisées, ça n'a pas une incidence absolue sur le fait que les professionnels ne prennent pas de risques au domicile, etc.
ça a un enjeu en tout cas d'attractivité. Sur le recrutement, ça a deux effets. Tout d'abord, les auxiliaires de vie qui travaillent comme ça sont contentes et fières de travailler comme ça. Donc, ce sont des professionnels qui arrêtent de raser les murs et de s'habiller en gris en disant oh là là. Et donc, elles assument leur métier. Donc, ça se voit. Donc, quand elles en parlent, ça se communique. Donc, du coup, ça a un effet sur, on va dire, voilà, sur des nouvelles vocations ou autres. Après, le secteur est tellement aujourd'hui en pénurie de personnel que c'est compliqué de dire que c'est quelque chose qui favorise le recrutement. Par contre, en tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on arrive très facilement à recruter chez les autres. Voilà. On pique chez les autres. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est un peu déshabillé Paul pour habiller Pierre, quoi. Super. On va passer du coup dans la suite logique et puis ça permettra de répondre à un élément sur les leaders d'équipe et les personnalités. On a prévu donc 3 petits pas finalement qui sont les 3 petites actions, les 3 petits pas que vous pourriez prendre dans votre organisation pour commencer à avancer vers un modèle d'autogestion de type Bourtsor. Alors, voilà. Donc, le premier, donc Arnold en a parlé, c'est de commencer, avant de vous lancer, par faire une session d'introspection sans pitié. Il faut vraiment commencer par vous demander avec sincérité si vous êtes prêt à vous lancer. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de ne plus être le chef, entre guillemets, à donner autant de poids aux idées de l'équipe de terrain qu'aux vôtres, à leur faire confiance en tant que père, en tant qu'adulte, c'est ce que mettait Arnold sur ses slides, et à être remis en question. Donc ça, vraiment, si vous ne vous en sentez pas capable, c'est pas la peine de se lancer dans ce modèle-là. Ensuite, le deuxième petit pas que vous pouvez prendre, c'est d'étudier votre environnement pour découvrir si un espace d'expérimentation est ouvert. Est-ce qu'il y a des revendications de plus d'autonomie de la part de vos équipes? Est-ce que vous avez des professionnels qui sont moteurs? Ça rejoint un peu l'idée de leader naturel d'équipe. Est-ce que votre conseil d'administration est progressif ou plutôt conservateur? Donc, savoir si vous avez un espace possible. Et si le terreau n'est pas fertile, commencez par planter des graines et sensibiliser à de nouvelles approches avant de vous lancer bille en tête. Parce que si vous n'avez pas d'alliés, s'il n'y a pas d'un terrain réceptif, vous allez sans doute aller droit au mur. Et comme Arnold le souligne, c'est une démarche qui n'est pas c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il faut vraiment avoir des alliés pour se lancer. Ou en tout cas, s'il n'y en a pas déjà, essayer de convaincre des alliés. Et puis, donc, le troisième petit pas à prendre, c'est de commencer par un sujet consensuel. Donc, lancer la démarche autour d'une revendication de l'équipe, comme par exemple la gestion des congés. Fixer le cadre, par exemple, mais bon, ça c'est évident, la continuité des soins, le nombre d'effectifs présents, les compétences, etc. Et laisser l'équipe gérer le sujet. Si c'est un peu plus parsemé que ça, vous pouvez commencer par travailler avec des professionnels volontaires pour créer un effet d'entraînement. Et donc, ce que nous disait Arnold pendant qu'on préparait ce webinaire, c'est que souvent, les équipes qui n'étaient pas partantes pour être pilotes, au bout de 3-4 mois, étaient là, ah ben nous, en fait, on voulait bien le faire, on voulait s'y mettre parce que ça apporte de la satisfaction aux différentes équipes. Donc voilà, c'est un peu les petits pas. Si certains parmi vous ont mis en place cette démarche, n'hésitez pas à partager vos 3 petits pas enfin voilà, comment vous êtes pris votre retour d'expérience dans les commentaires. Et vraiment, essayez, voilà, n'hésitez pas à vous connecter entre vous pour partager vos expériences. On conseille notamment le collectif Soignons Humains qui travaille sur le sujet, donc avec notamment Guillaume Alzac, qui est une très bonne ressource pour les personnes qui ont envie de se lancer. Dans le domicile, et donc il y avait une question sur l'hôpital. Je suis pas sûre ça serait intéressant de savoir s'il y a des services hospitaliers qui se sont lancés. En tout cas, je sais qu'il y a des EHPAD qui s'y mettent. Donc il y a de l'espoir, c'est possible d'avancer. Oui, et au-delà de l'approche, sans aller jusqu'à la voilà, c'est pas toujours la traduction, c'est vraiment sur les principes de confiance, de décision collective, de participation aux décisions, de travailler en collégialité aussi. Donc, par exemple, le centre hospitalier de Valenciennes est quand même aujourd'hui assez intéressant en termes d'observation pour voir un petit peu, voilà, a mis en place la décision collégiale, on va dire tout ce qui est principe d'intelligence collective. Ça, c'est intéressant.
Et puis, une dernière question et après on passe aux ressources. Il y a une question sur le financement. Est-ce que vous avez rencontré un frein sur le financement et comment les difficultés liées au financement et comment vous avez pu le gérer? Alors, le financement, bon, faut savoir, le principe qui est l'impact, en tout cas, de ce modèle-là, c'est de considérer que le temps de travail des équipes, en gros, des auxiliaires de vie, va être plus important, et tant mieux dans un secteur où il y a pas mal de temps partiel. Et l'idée était en fait, si demain, ce sont les équipes d'aide à domicile qui recrutent elles-mêmes leurs collègues, ce temps-là, je pourrais supprimer une fonction de responsable du recrutement en fonction support. Voilà. Donc, du coup, la philosophie, elle est plutôt de venir permettre aux professionnels de terrain, en élargissant leur zone d'intervention, et de monter en compétences. Et puis, voilà, donc on n'est pas sur du financement supplémentaire, mais en fait, on est du glissement de budget. Alors, on va passer à la bibliographie pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin. Inès, si tu veux présenter les... Alors, pour clôturer nos échanges, pour respecter les temps cette fois-ci, peut-être quelques ressources supplémentaires. Et en effet, il y avait des questions sur l'accompagnement des managers et je pense que ces ressources complémentaires peuvent peut-être vous orienter. En effet, c'est un vrai sujet. Alors, dans les ressources, on a essayé de faire une toute petite sélection, mais pour vous donner envie d'aller plus loin, parce que je pense que voilà, on est convaincu sur ce sujet que voilà, l'idée c'est de se jeter à l'eau, de commencer à se renseigner, de essayer de voir ce que font certains et de s'en inspirer, de se l'approprier, de le tester à son échelle là où on est. On va pas tous devenir Buurtzorg en 6 mois dans nos organisations, mais par contre on peut clairement réinjecter des premiers principes, postures et puis manière de travailler. Alors des livres, on les a cités, ceux sur l'entreprise libérée, celui de Frédéric Laloux sur réinventer les organisations qui met à l'honneur le modèle Buurtzorg et bien d'autres dans d'autres secteurs que la santé, et puis le bouquin de Gary Hamel sur l'humanocratie. Ensuite, des collectifs à suivre sur les réseaux sociaux et sur leur page internet. Le collectif de l'humain d'abord qui essaye de diffuser le modèle Buurtzorg en France. Et puis le collectif Soignons Humains. C'est des collectifs qui sont assez actifs sur les réseaux, qui proposent beaucoup de webinaires d'approfondissement du modèle et donc du coup, ils en proposent très régulièrement. Vous verrez si vous les suivez sur LinkedIn, vous verrez passer leurs posts avec les différents événements qu'ils proposent. Des podcasts et des vidéos. Alors, Émilie a parlé de la Learning Expédition dédiée à Buurtzorg par Dialogue Health. Il y a aussi des podcasts, le podcast de la métamorphose qui en consacre un à l'entreprise altruiste, qui est dans cet écosystème des nouveaux modèles managériaux présentés par Isaac Getz. Et puis également, on s'est dit qu'au-delà de bien connaître et comprendre et suivre ce qui se passe, également pour vous mettre en capacité d'agir, recommander des sites qui partagent des techniques de facilitation qui permettent de s'approprier des postures plus horizontales, plus collaboratives et qui permettent de créer ces espaces de travail un peu différents et cette culture un peu différente du travail. Et on vous propose le site de Liberating Structures qui propose un certain nombre d'outils. Et dans notre webinaire 1 dédié au design, on avait aussi partagé une bibliographie un peu plus riche sur la question des outils de facilitation et les techniques à s'approprier dans votre pratique, que ce soit une pratique managériale ou pas. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ces sujets pour avoir plus de bibliographie. Voilà, on a essayé de cibler au plus juste. Et la prochaine, Émilie, ce sera le 30 mars, pas vrai? Sur l'expérience patient, à la demande des participants de la dernière présentation. Donc, avec une présentation du modèle des partenariats patients au Québec et puis un établissement français dont on vous réserve la surprise. Avant de conclure, je voudrais remercier donc Arnold Fouquet d'avoir accepté de nous rejoindre et de partager son expérience. Et puis aussi à nos partenaires, donc Dialogue Health et Manager Santé, le blog des managers en santé, donc qui est présent là parmi nous dans les commentaires et qui nous supporte beaucoup dans nos actions. Donc, merci beaucoup à eux. Et donc, on vous dit à dans un mois. Rendez-vous le 30 mars à midi sur l'expérience patient. À bientôt. À bientôt. Merci à tous.